Donc, Pascal Bogier, vous êtes venu à Jérémie présenter Ghostland. Quel retour vous avez eu du public pour l'instant? Moi, j'ai du mal à juger le retour du public parce que après la projection, les gens qui viennent vous voir sont ceux par définition qui ont aimé. Et puis il y a tous les autres qui viennent pas vous voir et on ne sait pas ce qu'ils en pensent. Donc on me dit qu'il y a eu un bon accueil. Ce que j'ai beaucoup aimé pendant la projection, c'était le silence. J'ai senti que les gens allaient vers le film, l'écoutaient et le regardaient vraiment. Donc ce silence pendant la projection m'a rassuré. Je me suis senti bien, moi, pendant la projection. Tant mieux, c'est bien. Combien de temps pour l'écrire, ce film? C'est un film que j'ai écrit relativement vite, en 4 ou 5 mois, ce qui pour un scénario n'est pas grand-chose, parce que je sortais de 2 ans de frustration où j'avais beaucoup travaillé sur un scénario de thriller, une sorte de thriller amoureux, que je n'ai pas réussi à monter. Et il fallait absolument que je tourne, quoi. J'en avais marre de développer. A surgi de cette frustration-là mon idée de faire ce film-là. Et je l'ai écrit très vite, il s'est financé assez vite. Et moins d'1 an après l'écriture, on se retrouvait au Canada à le tourner, ce qui est très court. Effectivement, oui. Combien de temps de tournage? On a tourné le film en 38 jours, 39 jours. Voilà, c'était un petit budget. Le film a coûté 4,5 millions d'euros, qui m'a permis soit je tournais en un peu moins de temps et je tournais en studio, soit je trouvais une maison et je rallongeais mon temps de tournage. Et c'est la solution que j'ai choisie, y compris aussi pour des raisons artistiques. J'avais envie que le film soit très organique, très vrai, très réel dans son approche du décor. Et on a trouvé cette maison au milieu des prairies, dans la province du Manitoba, en plein centre du Canada, et qui est un territoire assez désertique et très peu filmé, ce qui moi me ravissait. Parce que c'est toujours bien de filmer les paysages que peu de caméras ont filmé. Est-ce que le produit fini correspondait à ce que vous aviez imaginé? Le film fini ne correspond jamais à ce qu'on imagine, parce que ce qu'on imagine est de l'ordre du fantasme et que rien jamais n'est à la hauteur du fantasme. Et mon métier est un métier de frustration, de compromis, de renoncement. Disons que moi, en voyant le film aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis allé au bout de ma démarche et de ce que j'avais envie de raconter et de montrer. J'ai le sentiment du devoir accompli. Voilà. Est-ce que vous avez été libre dans tous vos choix jusqu'au montage? J'ai failli signer ce film avec un studio américain qui aimait le scénario. Je pensais que ça allait se faire jusqu'à ce qu'ils m'envoient ce qu'ils appellent des notes de lecture, des fiches de lecture. Les Américains sont passionnés de fiches de lecture. Il y a toujours des trucs à changer. Et moi, je voulais plus toucher à ce scénario. Et quand j'ai compris, et il y a une note de lecture qui m'a fait comprendre qu'on n'était pas raccord sur le film, eux et moi, c'est quand ils m'ont demandé de changer l'âge du personnage principal et que ce personnage, Beth, passe de 14 ans à 19 ans. Et le film perdait complètement tout son sous-texte de transformation, de passage d'un âge à l'autre. Et moi, je tenais absolument à ce que mon héroïne ait 14 ans, quelle est ses règles pendant le film, parce que le film parle de ça aussi. Donc j'ai pas signé avec les Américains finalement, j'ai perdu un peu de temps, et puis j'ai finalement re-signé avec le producteur français Clément Miseré, avec lequel j'avais fait mon film précédent, et on a trouvé de l'argent, beaucoup en Europe, un peu en Amérique, et on a réussi à monter cette coproduction un peu étrange pour aller faire le film là-bas. Alors, outre le décorum, bien sûr, de cette maison, quels autres avantages vous avez trouvés au Canada? Le Canada, on y va pour des raisons bassement économiques. C'est un pays qui est extrêmement accueillant pour les équipes de tournage, par un procédé gouvernemental qui s'appelle le crédit d'impôt, ce qui fait que pour la même somme d'argent, on peut en mettre beaucoup plus à l'écran que si j'allais tourner aux États-Unis. Donc c'est au départ pour ça qu'on y va. Et après, c'est effectivement un pays qui offre tout un tas de paysages très différents, et on peut facilement situer l'histoire aux États-Unis d'Amérique. Le film est censé se passer dans l'Illinois, du côté de Chicago. Et l'Illinois ressemble beaucoup aux prairies du Manitoba. Donc pour nous, ça n'avait que les avantages d'être là-bas. Bien. Alors, et convaincre Mylène Farmer de vous suivre, c'était facile? J'ai pas essayé de convaincre Mylène Farmer de me suivre. L'histoire s'est pas passée comme ça. C'est qu'au départ, c'est elle qui m'a appelé, tandis que j'étais moi en attente des financements de Ghostland et déjà en train de chercher des actrices américaines pour jouer le rôle de la mère. Mylène m'appelle. J'étais très surpris, très honoré, très impressionné. Elle connaissait mes films et elle m'a proposé de réaliser un clip pour elle, ce que j'ai accepté avec un immense enthousiasme. Et ça s'est tellement bien passé entre nous sur le tournage de son clip qu'on a tous les deux trouvé l'expérience beaucoup trop courte
forte. Et puis après le tournage du clip, on s'est un petit peu tourné autour. Elle me posait plein de questions sur le film, tu pars quand le faire, et puis un jour, on a décidé quasiment ensemble qu'elle ferait partie de l'aventure. Et elle a lu le scénario, elle a dit tout de suite, elle n'a pas réfléchi, elle a dit je le fais, j'adore cette histoire, je le fais. Donc ça a été très naturel en fait. On n'a pas cogité, on n'a pas tiré les plans sur la comète. Il y a eu une rencontre, et puis cette volonté très ferme chez elle de dire moi je veux faire partie de ce film-là, quoi. Ce film me ressemble, je veux en être. Mais justement, le clip City of Love, qui est magnifique, c'est la meilleure carte de visite possible pour convaincre le public d'aller voir le film Ghostland, non ? Je sais, c'est gentil de me dire ça. Moi, j'ai l'impression qu'entre Mylène et moi, il y a un cousinage depuis très longtemps. On puise nos inspirations à des imageries communes. On a des thèmes en commun qui nous fascinent tous les deux et qui nous passionnent. Et j'ai l'impression aujourd'hui que cette rencontre était inévitable. Alors j'espère que son univers rencontre le mien d'une manière organique et puis que cette rencontre est féconde. Voilà. Moi, je suis assez fier d'elle dans le film, au sens où, je dis ça sans aucune condescendance, je trouve qu'elle est très organiquement liée à la substance même du film et qu'elle fait partie de cet univers d'une manière absolument viscérale. La musique du film a été composée par 2 compositeurs français, dont c'est le premier film, Georges Boukoff et Anthony Damario, qui ont travaillé comme des dingues pendant presque 1 an pour accompagner le film. Et Georges Boukoff m'a notamment composé tous les thèmes au piano solo, 4 ou 5 thèmes néoclassiques que j'ai adorés et qui m'ont servi de charpente au montage et qui ont nourri le lien émotionnel que j'avais au film. Parce que j'avais conscience que j'étais en train de faire un film d'horreur très violent, très noir, presque teigneux, et les thèmes au piano de Georges m'ont constamment rappelé, oui, mais n'oublie pas que tu parles quand même d'une jeune fille merveilleuse qui va devenir un écrivain. Voilà. C'est à ça que m'a servi la musique. Musique, actrice du film, musique qui vous inspire aussi quand vous écrivez ? Oui, quand j'écris, il m'arrive d'écouter de la musique. Alors il faut trouver les bons morceaux, ça dépend de la nature du film que vous écrivez. Il ne faut pas écouter une musique qui est trop intrusive, il faut qu'elle reste impressionniste comme ça, parce que sinon vous vous mettez à écrire au rythme du disque que vous entendez, et le lendemain quand vous relisez, vous trouvez ça absolument nul. Donc je me méfie de l'écriture en musique, mais j'essaye de trouver à chaque fois 3-4 disques qui correspondent bien à ce que je suis en train de faire. Ouais. Un petit mot peut-être sur l'univers de votre prochain projet ? Je n'ai pas encore de prochain projet, je sors à peine de Ghostland, dans lequel j'ai passé 2 ans. J'ai fini le film la semaine dernière, j'ai finalisé la version française la semaine dernière, donc je suis encore... Gérard May, c'était vraiment sans transition la première sortie du film, quoi, ma façon de me débarrasser enfin du bébé. Donc là, j'ai pas eu l'énergie mentale encore de fantasmer une autre histoire, quoi. Je tombe pas amoureux de projets ou d'histoires ou d'idées tous les mois, quoi. Ça prend du temps chez moi pour nourrir un lien si viscéral avec un film que j'ai envie ensuite d'y passer 2 ans. Et là, pour l'instant, non. Je vais juste un peu me reposer la tête. Et la jeune actrice, elle l'a vue, du coup. Alors, elle l'a découvert avec vous. Emilia Jones, qui était avec nous hier soir, elle a découvert le film pour la première fois. Elle l'avait jamais vu. Et voilà. Et après, il faut lui demander à elle ce qu'elle en a pensé. Mais elle avait l'air d'être extrêmement heureuse, en tout cas, de tout ça, quoi. Elle a senti que tous les efforts n'avaient pas été vains. Écoutez, nous, en tout cas, on est ravis de l'avoir. Bon, merci encore. Merci beaucoup.